Fait que c'est une peur que t'as de, mettons, de dire de quoi, puis ça donnerait des représailles à quelqu'un d'autre. Oui, mais ça, entre autres, c'est une peur, mais tu sais... Est-ce que tu l'as déjà vu ou tu sais que, mettons, t'as un collègue ou quelqu'un... Ben, tu sais, quand tu écris quelque chose d'erroné, vraiment erroné, qui peut avoir un impact, habituellement, tu vas recevoir un coup de fil ou un message. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. C'est ça qui est un peu plus épeurant. Là, c'est pour ça que la meilleure protection pour un journaliste, c'est de constamment faire attention à ce qu'il écrit, que ça soit basé sur des faits. Moi, quand j'écris un article, je fais attention, évidemment, je pèse chacun des mots. Ça peut m'arriver aussi des fois de faire des erreurs. Là. Je suis pas infaillible, là. Mais lorsque je parle des membres du crime organisé, je parle jamais de la famille, je parle jamais, je donne pas les adresses, je parle jamais des entreprises, je vais jamais écrire des choses qu'une seule source me dit. Quand je dis des affaires dont je suis pas certain, au contraire, je vais me retourner, je vais appeler 2, 3, 4, 5, 6 personnes, leur envoyer des messages. Hey, pour qu'ils te confirment. Oui, parce que tu sais, même des fois, les journalistes, on peut se faire aussi un peu utiliser par la police aussi. Oui, là, c'est ça. Pour provoquer certaines choses. Vous pouvez devenir un instrument. Oui, puis moi, je veux jamais être la cause du meurtre de quelqu'un là, sur la rue. Là. Mais comme je dis, je me répète, ça se peut que des fois, on fasse des erreurs, mais j'aime mieux pas rien écrire, quitte à ce que je me fasse scooper 5 jours après, que d'écrire quelque chose dont je suis pas certain, qui risquerait d'avoir des impacts. Fait que c'est une peur que t'as de, mettons, de dire de quoi, puis ça donnerait des représailles à quelqu'un d'autre. Oui, mais ça, entre autres, c'est une peur, mais tu sais... Est-ce que tu l'as déjà vu ou tu sais que, mettons, t'as un collègue ou quelqu'un... Ben, tu sais, quand tu écris quelque chose d'erroné, vraiment erroné, qui peut avoir un impact, habituellement, tu vas recevoir un coup de fil ou un message. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, mais c'était pas des affaires graves. Une fois, à un moment donné, quelqu'un avec un fort accent italien m'a appelé là, pour me dire, puis un accent pas super sympathique, pour me dire que j'avais publié la photo d'une maison dans mon article, mais c'était pas la bonne maison. C'était pas la maison de la personne. C'est probablement qu'elle avait été vendue ou je sais pas trop quoi. Puis, bon, mais ça, c'était pas quelque chose de majeur, puis on a enlevé la photo, puis regarde, on avait pu confirmer, parce qu'on n'enlève pas une photo comme ça, on avait pu confirmer qu'effectivement, c'était pas la bonne maison, puis on l'avait enlevé. Puis l'autre fois, c'est dans un article, à un moment donné, sur un individu qui était connu comme un exportateur de marijuana vers les États-Unis. J'avais écrit que c'était un proche, parce que des sources m'avaient dit ça, que c'était un proche de Joe DiMarlo. Joe DiMarlo, qui était le beau-frère de Rénal Desjardins. Et Joe DiMarlo m'avait laissé un message sur ma boîte vocale pour me dire que je m'étais trompé, que c'était pas vrai. Mais tu sais, même si c'est la personne qui est concernée qui t'appelle pour te le dire, ça prend plus que ça, que quelqu'un se dit « Regarde, c'est pas vrai », tu sais, bon, fait que... J'avais beau peut-être essayer de contre-vérifier ailleurs, j'aurais peut-être jamais eu la réponse. Fait que moi, j'ai rappelé M. DiMarlo. J'ai dit, regardez, M. DiMarlo, j'aimerais ça vous rencontrer pour m'expliquer de quelle façon vous expliquez votre point. Là. Ah non, je veux pas. Au début, il voulait pas, puis tout ça. Puis là, je me suis montré insistant, puis il a fini par accepter. Et que j'ai rencontré Joe DiMarlo dans son bureau de change. Il y avait une espèce de bureau là, administratif. Je pense que c'était un bureau de change dans son fief qui était dans le secteur de Viau et Jarry. Et j'étais au Journal de Montréal à ce moment-là, après le lockout. Ça, tantôt, si tu veux, on pourrait revenir. Et je me souviens que j'avais dit ça à mon patron de l'époque, Marc Pigeon. J'ai dit « Hey Marc, je m'en vais voir Joe DiMarlo. » Mais là, on était en 2011-2012. Je pense qu'on était en 2012. Je vais de mémoire. Et là, il y avait de grosses tensions au sein de la mafia. Parce que là, il y avait eu quelques années auparavant, en 2010-2011, il y avait eu des clans rebelles qui avaient tenté de renverser les Rizzuto. Mais là, les Rizzuto étaient en train de répliquer en 2012. Okay. Et
Di Malo pouvait devenir une cible. D'ailleurs, l'avenir le confirmera. Et fait que là, mon patron me dit « Oui, OK, super, on va y aller, là. Mais regarde, on va te donner un garde du corps. » Pas besoin de garde du corps. Oui. Tu sais, Giuseppe Di Malo, c'était un peu comme un grand-père. C'était pas quelqu'un qui, lorsque tu le voyais, était quelqu'un de nécessairement menaçant, mais bon. Fait que le Journal de Montréal m'a payé un garde du corps, un chauffeur, dont j'ai jamais su s'il était armé ou pas, parce qu'il n'a jamais voulu me le dire. Et il m'a déposé devant le bureau où Joe Di Malo m'a invité à le rencontrer. Puis je me souviens, quand t'arrivais, c'était vitré, puis là, il y avait 2 gars qui étaient assis à une table, mais qui avaient vraiment pas l'air de conseillers financiers. Là. C'était pas des conseillers financiers. Là, et quand je me suis approché de la porte, ils m'ont vu. Fait que je me souviens plus si j'ai sonné ou si c'est eux autres qui ont déclenché le buzzer, là, pardonnez l'anglicisme, là. Fait que là, j'ouvrais une première porte, je rentrais dans le vestibule, et pour que la deuxième porte ouvre, il fallait que la première porte soit fermée. Et là, lorsque j'arrive à la deuxième porte, ben là, il y a un deuxième oui, qui est déclenché. Là, j'ouvre la porte, je rentre, là, les 2 gars se lèvent, puis là, je vois quelqu'un de plus âgé qui sort d'une pièce en arrière, puis qui vient me voir, puis qui dit aux 2 gars, non, laissez faire, c'est correct, c'est moi qui l'ai invité. Fait que là, j'étais allé m'asseoir dans le dernier bureau en arrière, puis il voulait pas me voir là. Il continuait à pas vouloir mais il dit, regardez, M. Renaud, vous avez insisté pour me voir, on est là. Là, il m'a réexpliqué pourquoi il voulait pas être associé à des gens qui trafiquaient de la marijuana, parce qu'il dit, moi, j'ai des petits-fils, j'ai des petits-enfants, c'est ça qu'il m'a dit. J'ai des petits-enfants, je suis pas impliqué là-dedans. Peut-être qu'on a déjà dit dans le passé que j'étais impliqué dans certaines choses, mais je suis pas impliqué dans la drogue, tout ça. Puis là, j'ai commencé à lui poser des questions sur tout ce qui se passait au sein de la mafia, là, puis les meurtres, puis le putsch, puis tout ça, puis Rénal Desjardins. Je lui avais demandé, puis là, je t'en parle, c'est correct, parce que ça a fait l'objet d'un article plus tard, là, je vais t'expliquer pourquoi. Mais oui, c'est parce qu'il faut que je te dise qu'il voulait pas que je prenne de notes. Fait que là, je posais des questions, mais j'essayais de tout entonner dans ma tête, là. Ouais. Et il voulait pas d'article. Il dit, là, on se rencontre, mais je veux pas d'article. Puis j'ai dit, non, vous avez ma parole, il y aura pas d'article, tu sais. Okay. Fait que là, j'ai posé des questions, puis Rénal Desjardins, il m'a dit, parce que là, à l'époque, c'était beaucoup Rizzuto versus Rénal Desjardins, hein, qu'on entendait, puis tout ça. Puis il dit, parce que j'ai dit, là, vous êtes dans quel camp, tu sais, puis tout ça. Puis il le voyait, il répondait pas vraiment aux questions, mais il m'a dit à un moment donné, Rénal Desjardins, c'est mon beau-frère. T'sais, en voulant dire, c'est sûr que j'ai encore des contacts avec lui, tu sais. Puis il m'a dit, moi, j'ai pas besoin de garde du corps, quoique les 2 gars avaient l'air de ressembler à ça, mais je me trompe peut-être. Mais il m'a dit, quand je marche sur la rue, je marche seul, puis je me retourne pas, je regarde pas en arrière. Je me souviens qu'il m'avait dit ça. Puis finalement, Joe Di Malo a été assassiné devant chez lui. Il revenait à la maison à Blainville le 4 novembre 2012, pas longtemps après le retour de Vito Rizzuto là, des États-Unis en octobre 2012. Et le lendemain de son décès, là j'avais respecté ma parole, mais avec notre rencontre, j'ai écrit un article. Sur lui. Mais ça, c'est les 2 fois où ça m'est arrivé. Hey, what's up tout le monde? Gros merci de suivre le What's Up Podcast. Juste vous rappeler qu'en ce moment, je suis en rodage avec mon 3e spectacle. Donc, si vous voulez des billets, aussitôt que vous finissez sur le bol, allez au www.jeralain.com. Je vais être en représentation à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Québec et Lévis. Perdez pas de temps et on se voit ce printemps. Yes, sir!